Thème santé, le chapitre 14 portant sur le champ magnétique. À l'issue de ce chapitre, vous devrez connaître les différentes sources de champs magnétiques et savoir les détecter, mesurer les caractéristiques d'un champ magnétique et connaître les ordres de grandeur des intensités des champs magnétiques. On fait différentes applications avec les champs magnétiques, notamment dans le domaine de la médecine, avec l'utilisation d'un IRM, c'est-à-dire de l'imagerie par résonance magnétique. Dans ce chapitre, nous allons définir et puis étudier les caractéristiques et les propriétés des champs magnétiques. Petit 1, sources de champs magnétiques. Les sources de champs magnétiques. On peut citer la Terre, qui a un faible champ magnétique, contrairement aux aimants permanents qui sont eux issus de matériaux magnétiques comme la ferrite ou la magnétite. Et on peut également produire un champ magnétique à l'aide d'un courant électrique, c'est le cas des électroaimants. Donc, les électroaimants, c'est des conducteurs électriques pouvant produire des champs magnétiques. Le champ magnétique, on le note par la lettre B, qui est proportionnelle à l'intensité du courant, que l'on note par la lettre I majuscule. Pour ce qui est de la définition du champ magnétique, c'est simplement la zone de l'espace qui est régie par une force produite par un aimant. Donc ici, vous avez votre aimant en rouge et gris. Cette force, elle va agir sur les charges électriques en mouvement. On appelle la force de Lorentz. Et réciproquement, des charges électriques comme un courant électrique peut produire des champs magnétiques. Donc, le champ magnétique est noté B majuscule, on le mesure en Tesla, noté grand T, avec un teslamètre. Alors, quelques ordres de grandeur de l'intensité du champ magnétique. Alors, le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 50 microtesla, celui d'un aimant en ferrite, comme on a vu sur la slide précédente, de l'ordre de 200 à 400 microtesla, et on peut aller jusqu'aux électroaimants supraconducteurs qui vont jusqu'à 10 Tesla. Vous constatez que la différence elle est fortement élevée entre le champ magnétique terrestre et les électroaimants. Passons au petit 2, les caractéristiques d'un champ magnétique. Petit 1, le pôle magnétique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un aimant possède deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, parfois appelé le pôle plus et le pôle moins. Lorsque deux pôles de même nom se repoussent, donc deux nord qui sont face à face ou deux sud face à face vont se repousser. À l'inverse, deux pôles de nom différents, donc un nord et un sud, vont s'attirer. Petit 2, l'effet d'un champ magnétique sur une aiguille aimantée. Ce que l'on appelle une aiguille aimantée, c'est un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Si l'on place cette aiguille aimantée à proximité d'un aimant avec deux pôles, bien sûr, nord et sud, l'aiguille va s'aligner sur les lignes du champ magnétique de cet aimant. Le pôle nord de l'aiguille va être attiré par le pôle sud de l'aimant et vice-versa, puisque je vous rappelle que deux pôles de noms différents s'attirent alors que deux pôles de noms identiques se repoussent. Donc la pointe rouge est attirée par le pôle sud en gris de l'aimant. C'est ce que vous pouvez constater sur cette figure, alors que le pôle bleu de l'aiguille aimantée est attiré par la partie rouge de l'aimant. Donc une aiguille aimantée, elle permet de détecter un champ magnétique. Donc je rappelle que le champ magnétique, c'est un vecteur noté B majuscule. C'est ce qu'on appelle une grandeur vectorielle. Donc une grandeur vectorielle, tout comme une force, a une direction, donc en l'occurrence celle que va prendre l'aiguille aimantée. Son sens va du pôle sud de l'aiguille vers son pôle nord. Et sa valeur, elle est mesurée par un teslamètre, que l'on donc on va exprimer l'unité en Tesla, que l'on note T majuscule. Donc vous avez ici les différents
vecteur de ce champ magnétique en fonction de la position de l'aiguille aimantée qui dépend des lignes de champ de l'aimant. Passons à présent à un exercice d'application. Alors l'exercice d'application, je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Résolution de l'exercice d'application. Première question. En l'absence de tout matériel à proximité, indiquez quel sens et direction va prendre l'aiguille aimantée. Donc je rappelle que l'aiguille aimantée a deux pôles, le nord et le sud, d'accord, et agit comme un aimant. Alors si cette aiguille aimantée n'est soumise à aucune source extérieure, cela signifie que la seule source de champ magnétique possible pour cet aimant, c'est le champ magnétique terrestre. Et le champ magnétique terrestre peut être assimilé à celui d'un aimant. La seule particularité de ce champ magnétique terrestre est que le nord géographique correspond au champ magnétique du sud. Et inversement, le sud géographique correspond au champ magnétique du nord, puisque je rappelle que deux pôles de signes différents s'attirent. L'aiguille aimantée va ainsi s'orienter selon la direction du champ. Par conséquent, le nord de l'aiguille aimantée correspond au nord géographique de la Terre, c'est-à-dire au sud magnétique du champ terrestre. Et inversement, le sud de l'aiguille aimantée correspond au nord de l'aimant du champ terrestre, c'est-à-dire au sud de la Terre. Donc, notre aiguille aimantée de notre boussole nous indique bien le nord ou le sud terrestre, mais pas le champ magnétique. Il faut donc prendre l'inverse. Pour répondre à la question quel champ magnétique est ici mis en évidence avec l'aiguille aimantée, c'est le champ magnétique terrestre. Question suivante. On déplace maintenant l'aiguille au voisinage d'un aimant droit. Donc, on se rappelle le principe de base, deux pôles de signes différents s'attirent. Par conséquent, le sud de l'aiguille va être en face du nord de l'aimant. Si à présent les deux aiguilles sont à équidistance des deux pôles de l'aimant, eh bien on a le sud des aiguilles qui va être aligné sur le nord de l'aimant. Vice-versa, le nord des aiguilles aligné sur le sud de l'aimant. À présent avec un aimant en forme de U. Donc si notre aiguille est placée de cette manière, vous avez, comme précédemment, le nord de l'aiguille qui va faire face au sud de l'aimant, et vice-versa. Donc de même pour cette position de l'aimant, toujours le nord de l'aiguille face au sud de l'aimant. Et si votre aiguille est dans cette position, même principe. Le nord de l'aiguille fera toujours face au sud de l'aimant, peu importe la forme de l'aimant. Voilà pour cet exercice d'application.